Qu'est-ce qu'on doit penser des violences policières? Ce monopole de la violence légitime dont dispose l'État pour garantir sa perpétuation. C'est étrange, non? Est-ce réellement légitime selon vous? Il faudrait le génie de Rousseau pour répondre à cette question. C'est ce qu'il explique dans l'Auguste Contrat social. Moi, je n'ai malheureusement pas l'esprit de cette âme immortelle. Mais tout m'apprend que l'esprit français n'a que de l'effervescence et qu'il ne sera jamais digne de la liberté tant que cette liberté ne prendra pas une force publique pour le maintien de la loi et de l'ordre social. Mais cette violence, lorsqu'elle est dirigée contre le peuple lui-même, parce qu'en démocratie, on dit que le pouvoir est au peuple, comment on peut user de la violence contre lui quand il a quelque chose à dire? Ce qui serait dommageable à mon avis, c'est que l'État n'abuse de cette violence. Mais le citoyen a tout le droit de manifester ses opinions, il me semble, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Tout ce qu'on demande au public, c'est de s'assembler, de s'ameuter et de ne tirer ni fusée ni pétard. Ces ordres ne sont imposés que pour son bien, et pourtant il ne s'y conforme pas. Il désobéit à la fois au Parlement, dont il a demandé le rappel avec tant d'acharnement, et au roi, qui vient de le lui accorder. Il y a eu plus de 200 morts au cours de cette seule journée du 14 juillet. Je pense que le roi, s'il le voulait, pourrait envoyer son armée tout entière contre le peuple, mais qu'il ne le fait pas. Quelle preuve voulez-vous plus certaine de sa clémence et sa modération? Sur qui régnerait-il dans ce cas-là? Vous savez, j'ai aussi des exemples d'inclémence et d'immodération en matière de répression. Mais, à mon époque, l'État essaie de ne plus tuer, déjà. Parmi les 13 morts en France liées aux manifestations des Gilets jaunes, il n'y a que celle de Zineb Redouane qui pourrait être directement imputée à la brutalité policière. En fait, l'objectif fondamental et stratégique de l'État, c'est plutôt de caractériser un mouvement insurrectionnel, non pas par ses revendications, mais plutôt par son ambiance, les dégradations, la violence supposée, afin de créer une perte de crédibilité et d'efficience du dialogue social. Sauf que pour les Gilets jaunes, cette stratégie de manipulation n'a fait qu'ancrer et consolider le mouvement. Et face aux répressions policières, se sont même constitués des Black Blocs. Historiquement, ce sont des citoyens qui s'organisent pour la défense des manifestants. Leur objectif est de structurer la manifestation, parfois la dévier, et faire face à la répression policière en usant eux-mêmes de la violence si nécessaire. Je vois. Vous les appelez des Black Blocs, moi je les appelle des brigands, des scélérats volontaires, que la nature et la misère ont forcés au crime. Pendant la Révolution, Paris surtout est assiégé d'un nombre effroyable de ces exécrables scélérats. Les différents partis, aveugles dans leurs ambitions, se servent de pareils agents, sans prévoir quelles peuvent être les suites malheureuses pour eux-mêmes. La force publique est en défense, elle doit extirper cette armée de scélérats qui n'attendent, qui ne suscitent le désordre parmi les citoyens que pour les frapper, s'emparer des propriétés et se réunir. Je crois que vous vous méprenez sur leur compte. Pour le coup, la première violence, c'est celle de la République, pas celle des manifestants. Comment vous pouvez si vite les qualifier de brigands? Ou alors on ne parle pas de la même chose? Je vous parle d'un groupement de citoyens qui veut défendre le peuple. Il se fait le garant de l'intérêt général face à l'arsenal répressif de l'État qui entend... Eh bien, dites-le-moi! Qui sont donc ces nouveaux Black Blocs? Des délinquants cherchant à profiter des désordres et de la faiblesse de l'État? Des opposants politiques prêts à tout? Des opportunistes sans scrupules? Dans tous les cas, des hommes violents, que des actes d'une cruauté parfois extrême ne rebutent pas. Les brigands, sous le manteau du civisme, assassinent les organes de la loi et mettent la France au pillage. Et voilà comme le peuple est égaré. On est forcé d'interposer l'autorité, et voilà une boucherie effroyable. Sans vous informer de qui vous prenez la défense, vous donnez à corps perdu dans un chemin d'abîme que vous aura frayé un séditieux, un mal intentionné, un félon. La guerre civile peut commencer par là. La guerre civile! Ciel! Ce mot, je frémis de le prononcer. Quels mots sont plus à craindre pour les humains que ces fléaux? Mais que dis-je?
Rien ne peut amener un événement aussi cruel. La France est assez plongée dans la détresse pour qu'on ne cherche pas à accroître ses maux. Bien, admettons. Admettons que ce sont des brigands si vous y tenez. Quand on voit des mâchoires fracassées, des mains arrachées, 32 visages éborgnés, le gouvernement qui choisit de privilégier la violence plutôt que le dialogue social, ce que vous qualifiez de banditisme ne serait-ce pas plutôt une revanche contre les États établis? Peut-être. Mais que se passerait-il si le gouvernement n'avait point de coupable dessein et s'il n'avait qu'une fausse politique dans l'espérance de ramener les esprits en employant les voies de la médiation et de la modération? Ne serait-il pas de la plus grande utilité que les départements et municipalités s'occupent de bannir ces brigands de la société, que tous les hommes sans aveu soient resserrés et ramenés à la maison? Peut-être. Mais cette force du maintien de l'ordre, justement, ils sont aussi des citoyens, et eux-mêmes largement affectés par des conditions de travail déplorables. On leur demande de réprimer sévèrement leurs compatriotes. Est-ce qu'ils doivent s'y opposer en toute conscience et peut-être rejoindre les rangs des Gilets jaunes? Auquel cas ce serait gagné, non? Qu'est-ce que vous pensez de ces 60 policiers qui ont rejoint les insurgés le jour de la Révolution? Pour moi, ce sont des déserteurs. Quand vous combattez pour la liberté, pour la patrie, quel est le soldat qui n'obéit point à son chef? Si l'insubordination est dans l'armée française, c'est un grand malheur. Mais enfin, écoutez-vous, toutes vos espérances sont fondées sur la dissension et la division. Mais si la réunion s'opère, vous vous regardez comme perdu, et elle s'opérera, c'est moi qui vous l'assure. L'harmonie du royaume dépend entièrement de la subordination de l'armée. Et si vous la perdez, vous serez digne du mépris et de la postérité. Vous pouvez en être éternellement le modèle. Je prendrai soin de justifier les hommes que vous provoquez. Ils sont tous militaires et français, et ce titre me suffit pour les croire braves. Ces braves soldats, ces guerriers intrépides, défenseurs d'un peuple libre, ferment l'oreille à l'intrigue, à la calomnie, et se gardent d'un découragement coupable. Je le crois, comme tout bon citoyen doit le croire. Il n'est point aisé d'inculper ces héros. L'honneur a pétri leurs âmes et les tiennent toujours dans la sécurité de l'innocence. Les ennemis tenteront en vain la dissolution de l'armée et la dissension entre le chef et le soldat. Le point d'honneur les réunira sans cesse. Est-il possible, selon vous, qu'entre les Gilets jaunes, les Black Blocs, les forces de l'ordre, on se trompe finalement de combat? Parce que tout cela sont du peuple finalement, du petit peuple je veux dire. Pendant la Révolution, on dit que les salons et les académies tuent plus de révolutionnaires que les prisons ou les canons. On dit que les meneurs, nos grands terroristes, n'étaient nullement des hommes du peuple, mais des bourgeois, des nobles, des esprits cultivés, subtils, bizarres, des sophistes et des scolastiques. Vous croyez que les véritables bandits, les brigands de la société, ce sont les intellectuels finalement? Ah, je pense à Marat. Jamais physionomie ne porta plus horriblement l'empreinte du crime. De quelque côté qu'on l'observe, on croit voir le forfait glisser sur son visage, comme les grâces sur la bouche d'une jolie femme. Je pense aussi à Robespierre, qui se dit l'unique auteur de la Révolution, mais qui n'en fut, qui n'en est, et qui n'en sera éternellement que l'opprobre et l'exécration. Mais de tous les conspirateurs, les pires, qui sont les citoyens désintéressés, qui donnent de la force à la division, ce sont les journalistes. Qui égare les esprits, exalte les têtes, ce sont encore les journalistes. Qui parlent de guerre et d'autorité illégale, ce sont les journalistes, dont la fortune s'est accrue aux dépens des réputations et de l'ordre social. Leur civisme m'édifie. Je les blâme tous en général, pour n'en attaquer aucun particulièrement. Ils propagent les effets nuisibles à la Révolution pour augmenter le nombre de leurs abonnés et fomenter le désordre dans tout le royaume. Ils se sont divisés au profit de la patrie et cherchent à rapprocher par leurs querelles les esprits en donnant force à l'opinion publique. Chacun descende dans le fond de sa conscience et frémisse des maux qu'il a préparés à son pays. Ces faits ne sont que trop démontrés par une expérience de tous les temps,
et surtout par celle des révolutions. On ne doit rien cacher, et les écrivains les plus intègres doivent dire ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils sentent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut couper des têtes? Après tout, on dit bien que le sang fait des révolutions. Je pense que le sang, même des coupables, souille éternellement les révolutions. Il est vrai, de même que l'auteur de l'auguste contrat social, que j'ai désiré que cette révolution s'opère sans effusion de sang. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le sang qui peut cimenter la République, car je suis entièrement persuadé que les Français marcheraient d'insurrection en insurrection comme les Anglais, qui, après 50 ans de guerre intestine, n'ont pas encore de constitution.